Travaux de la 29e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA ici à Bamako. Ce mercredi, le rapport annuel de l'Union a été présenté. Il concerne les grands chantiers de développement réalisés en 2011, politique commerciale, agriculture, entre autres. Dans la mouvance du 8 mars célébrée demain, la deuxième édition du concours Plume au féminin a connu son épilogue cet après-midi. Un prix qui met en compétition des élèves filles des établissements de Bamako. Elles ont traité donc des sujets femmes et élections et femmes et développement. Nous nous intéresserons aussi à la violence faite aux femmes par leurs partenaires et vice-versa, car certains hommes sont aussi sujets de cette violence. Notre dossier du jour traite de ce phénomène difficile à combattre, vu que les victimes sont réticentes à porter plainte. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ce journal. Nous célébrons demain, 8 mars, la Journée internationale de la femme. À cette occasion, le président de la République a adressé un message ainsi libellé. La communauté internationale célèbre ce 8 mars 2012 la Journée de la femme. En cette heureuse circonstance, il m'est particulièrement agréable de saluer l'engagement patriotique et la participation remarquable des femmes maliennes des campagnes et des villes, de l'intérieur comme de l'extérieur, à l'effort de développement socio-économique, politique et culturel de notre pays. Cette année, la Journée internationale de la femme est commémorée au plan national sous le thème « Accès des femmes aux postes électifs, défis, enjeux et perspectives ». 20 ans après l'avènement de la démocratie pluraliste, j'y arrive, dans notre pays, cette thématique sonne comme une interpellation forte quant à la représentativité des femmes dans la gouvernance de la cité. En dépit des efforts des gouvernements successifs et des résultats obtenus, je souhaite vivement que les échéances à venir consacrent un meilleur niveau de représentativité des femmes aux postes électifs proportionnellement à leur poids démographique et à leurs ambitions légitimes qui très souvent manquent donc de cadre d'expression. La célébration de la Journée internationale de la femme me donne l'occasion de rendre un vibrant hommage aux pionnières de la lutte d'émancipation des femmes au Mali, en Afrique et dans le monde, dont le combat s'est longtemps heurté à un mur d'incompréhension. Je renouvelle notre admiration ainsi que notre reconnaissance à ces pionnières de la lutte d'émancipation des femmes, aux associations et ONG féminines, ainsi qu'à toutes les structures qui œuvrent parfois dans l'anonymat pour la promotion des femmes et la défense de leurs droits. Bonne fête aux femmes du Mali, d'Afrique et du monde, signé le président de la République, Amadou Toumani Touré. Ce mercredi 7 mars, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du chef de l'État. L'essentiel du Conseil, c'est avec vous, Ibrahima Djombélé. Bonsoir. Bonsoir, Ndeye. Le Conseil a donc adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations, Ibrahima. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous allons commencer par le chapitre des mesures réglementaires. Là, et sous le rapport du ministre du Travail et de la Fonction publique, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance du 11 août 1975 et fixant les principes généraux du régime des primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'État. 2. Un projet de décret modifiant le décret du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des indemnités aux fonctionnaires et agents de l'État. Dans le cadre du protocole d'accord signé avec les partenaires sociaux, le gouvernement s'est engagé à octroyer aux fonctionnaires une indemnité de départ à la retraite équivalent à 1 mois de salaire. Les présents projets de texte ont été adoptés dans le cadre de la mise en œuvre du dit protocole. L'indemnité de départ est octroyée à l'ensemble des fonctionnaires civils de l'État et des collectivités territoriales ainsi qu'au personnel des forces armées et de sécurité. Cette mesure permettra d'alléger les charges occasionnées par la diminution des revenus liés à la perte du salaire. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2012-070 PRM du 2 février 2012 abrogeant et remplaçant le décret numéro 09-445 PRM du 10 septembre 2009 portant répartition des postes diplomatiques et consulaires de la République du Mali.
2. Un projet de décret déterminant le cadre organique de la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO. En vue de promouvoir les positions du Mali dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, le gouvernement du Mali, à l'instar de nombreux autres États, a décidé de créer une délégation permanente auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, qui s'occupera exclusivement des questions relatives à cette organisation spécialisée des Nations Unies. La prise en charge de cette innovation requiert une modification du décret du 2 février 2012 portant répartition de postes diplomatiques et consulaires de la République du Mali en vue de consacrer la création de la délégation. La délégation permanente auprès de l'UNESCO est le 37e poste sur la carte diplomatique du Mali. Elle a une vocation multilatérale. Le projet de décret déterminant le cadre organique de la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO a pour objet de doter la nouvelle délégation de moyens humains nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Sur le rapport du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de l'Inspection générale de l'éducation nationale, la création et au cadre organique des inspections pédagogiques et régionales de l'enseignement secondaire IPRES. L'inspection de l'enseignement secondaire, UES, créée par une ordonnance du 10 février 2000, a pour mission le contrôle pédagogique au niveau de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel et de l'enseignement normal. Elle rencontre aujourd'hui des difficultés dans son fonctionnement, difficultés liées à l'insuffisance de l'effectif d'inspecteurs et au nombre très élevé des établissements publics et privés et des enseignants à inspecter. Cette faible capacité est constatée également au niveau des centres d'animation pédagogique à faire paraître la nécessité de créer en vue d'une plus grande efficacité une inspection générale de l'éducation nationale au niveau central et des inspections pédagogiques et régionales de l'enseignement secondaire. Les présents projets de texte sont adoptés dans ce cadre. L'inspection générale de l'éducation nationale aura pour mission principale de coordonner et de contrôler sur le plan pédagogique, administratif, financier et matériel l'action de l'ensemble des acteurs du système éducatif. Quant aux inspections pédagogiques régionales de l'enseignement secondaire, elles seront chargées d'inspecter et de noter les enseignants, de contrôler l'exécution des programmes des établissements publics et privés et de produire des documents pédagogiques. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'Équipement et des Transports, conseiller technique, Abdoulaye Zoubeirou Touré, inspecteur des finances, directeur général de l'autorité routière, Djibril Tal, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, préfet du cercle de Diema, Nampori Bagayoko, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Industrie, des Investissements et du Commerce, directeur de l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, Abdoulaye Sanoko, inspecteur des services économiques. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Administration territoriale et des collectivités locales, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la stratégie d'urgence pour les mesures prises pour la gestion des populations déplacées et le retour à court terme des réfugiés maliens. Les attaques perpétrées depuis le 17 janvier 2012 par le MNLA contre plusieurs localités du septentrion de notre pays, le climat d'insécurité qui en découle ont contraint de nombreux Maliens à converger pour certains vers d'autres villes du Nord à l'intérieur du territoire national et pour d'autres à se réfugier dans les pays voisins. Les populations déplacées ont quitté les zones de combat pour s'établir dans les localités plus sûres. Pour les populations réfugiées, elles se sont déplacées essentiellement en direction de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Niger. Dans le cadre de la gestion des personnes déplacées, le gouvernement a mis en place des commissions régionales appuyées par des partenaires humanitaires dont le CICR. La présente communication est relative à la stratégie adoptée en vue de préparer le retour des réfugiés et d'apporter une assistance aux déplacés à travers les gouverneurs de région et les responsables des localités concernées
appuyé par le ministère du Développement social, de la solidarité et des personnes âgées. Pour l'opérationnalisation de cette stratégie, le gouvernement a prévu la mise en place d'une série de mesures. Il s'agit entre autres de la création d'une commission interministérielle chargée de la gestion des déplacés et des réfugiés, la mise en œuvre d'actions d'ordre militaire, sécuritaire, administratif, social et diplomatique, l'élaboration d'un chronogramme des différentes tâches, la préparation du retour librement consenti des réfugiés et la négociation d'accords de rapatriement avec les pays d'accueil des réfugiés et les organisations humanitaires. Voilà ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Ndeye Sissoko. Merci Ibrahima. Vous venez de le dire, l'État accorde désormais un mois de salaire supplémentaire aux partants à la retraite. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. La mesure est applicable à partir du 1er janvier 2012. Le but est de faciliter le départ à la retraite. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, Abdoul Wahab Berté, nous donne plus de précisions sur cette décision au micro de Ibrahima Traoré. L'indemnité de départ à la retraite consiste à allouer aux partants à la retraite un mois de salaire. Autrement dit, après que vous soyez allé à la retraite, l'État vous accorde un mois de salaire. C'est en cela que ça consiste. Il s'agit d'une indemnité dont bénéficieront tous les travailleurs de l'État, la fonction publique de l'État, tous les travailleurs de la fonction publique des collectivités territoriales, y compris le personnel des forces armées et de sécurité. Et chaque fois qu'ils iront à la retraite, ils pourront bénéficier d'un mois de salaire, un mois de salaire net. Et la mesure est applicable à partir du 1er janvier 2012. Tout le monde connaît les conditions dans lesquelles, en général, les travailleurs vont à la retraite. Ce n'est pas très préparé. Et ensuite, du jour au lendemain, ils se retrouvent démunis de tout revenu substantiel. Donc l'idée est de faciliter le départ à la retraite en rendant le choc beaucoup moins violent, le choc de départ. Et il est évident aussi que le gouvernement, en prenant cette décision aujourd'hui, ne fait que mettre en œuvre un engagement qu'il a pris avec l'UNTM et qui a fait l'objet d'un protocole d'accord et qui consiste à dire qu'il y aura une indemnité d'un mois de salaire pour les partants à la retraite. Est-ce que vous avez une idée de combien ça va coûter à l'État par an? Bon, l'idée approximative qu'on a pu retenir, c'est autour de 500 millions. Les travaux de la 29e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA se poursuivent ici à Bamako. L'activité de ce mercredi a été consacrée à la présentation du rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union. Le rapport sur les grands chantiers de développement réalisés en 2011 a été présenté par le président de la commission de l'UEMOA, Cheikhne Hadjibou Soumari. Les réalisations ont concerné tous les domaines d'intervention de l'institution, tels la fiscalité intérieure, la politique commerciale commune, l'agriculture, entre autres, et se poursuivront en 2012. Reportage Bourama Traoré. Cela est devenu une tradition. Chaque année, le président de la commission de l'UEMOA présente un rapport sur le fonctionnement et l'évolution de l'institution. C'est à cet exercice que s'est livré ce mercredi le président Cheikh Hadjibou Soumari devant les membres du comité interparlementaire de l'UEMOA. Un exercice qui s'est ouvert sur un constat peu reluisant, marqué par une baisse du taux de croissance économique au sein de l'Union. Au niveau de l'Union, l'année 2011 a été marquée par la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, qui a affecté l'activité économique et les opérations financières dans divers secteurs économiques. Le taux de croissance économique a enregistré une baisse pour ressortir à 1,4% en 2011 contre 4,6% en 2010. Cette décélération a été accentuée par la baisse de la production agricole. Pour preuve, le déficit céréalier au niveau de l'espace UEMOA est évalué à 3 millions de tonnes. C'est pourquoi l'une des priorités de l'institution reste le développement de l'agriculture et la maîtrise de l'eau, avec comme référence le document des politiques agricoles communes. La Commission a poursuivi en 2011 la mise en œuvre des programmes et actions visant l'atteinte de la sécurité alimentaire
afin de contribuer à la modernisation de l'agriculture de l'Union. Un programme d'action pour les 5 filières prioritaires a été établi. Le projet régional de mise en valeur des terres de l'Office du Niger, dans le cadre de l'UEMOA, a également enregistré des avancées. En 2011, l'UEMOA a également poursuivi ses réformes macroéconomiques, commerciales, financières et fiscales à travers les programmes économiques et régionaux. De l'évaluation de ces programmes, il y ressort un niveau d'exécution satisfaisant. Au niveau de l'exécution globale, il est ressorti que les taux d'exécution physique et financière du PER sont respectivement de 45 et 54%. Ces réalisations ont été jugées honorables malgré la jeunesse du programme qui a effectivement démarré en 2007. Quant aux membres du comité interparlementaire de l'UEMOA, ils ont unanimement salué la qualité du rapport de la commission et surtout la volonté de la nouvelle équipe d'aller de l'avant. Les députés n'ont pas manqué de faire certaines observations pour l'amélioration du contenu du document. Le président du Haut Conseil des collectivités, Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara, a reçu ce matin en audience le consul général du Mali au Soudan. Abdelkader Ba, avant de regagner son poste, était venu rendre une visite de courtoisie au président de l'institution. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment la crise du Nord Mali. Avant de partir à son poste, le président du Haut Conseil des collectivités a prodigué des conseils à son hôte pour la réussite de sa mission au Soudan, où réside le plus grand nombre de Maliens après la Côte d'Ivoire sur le continent africain. Le Mali, de la communauté internationale, célèbre demain, 8 mars, la journée internationale de la femme. L'origine de cette journée remonte à 1857, suite à la révolte des ouvrières des usines de textiles de Chicago aux États-Unis. En fonction des échéances électorales de notre pays, le comité d'organisation a placé l'événement sous le thème « L'accès des femmes aux postes électifs, défis, enjeux et perspectives ». En prélude à cette journée, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dandara Touré, a fait une déclaration dont nous vous proposons un extrait. Chers compatriotes, le Mali commémore demain, 8 mars, Journée internationale de la femme. Cette année, le Mali, en raison des échéances électorales qui constituent une des missions fondamentales assignées au gouvernement actuel, la Commission nationale d'organisation a souhaité placer l'événement sous le thème « L'accès des femmes aux postes électifs, défis, enjeux et perspectives ». Il est donc opportun que les Maliennes se mobilisent davantage pour leur implication effective et efficiente aux échéances électorales dans un climat de paix et de sécurité. Chères sœurs, mesdames, messieurs, le 8 mars est un jour de communion de cœur et des esprits et de toutes les femmes à travers le monde, sans distinction aucune. Face aux événements douloureux qui traversent notre pays dans sa partie nord et qui ont endeuillé de nombreuses familles, parmi lesquelles les femmes et les enfants, nous avons décidé de placer nos actions sous le signe de la réflexion, de la concertation et de l'engagement pour la recherche d'une paix durable et de la cohésion nationale. Ainsi, nous, femmes du Mali, invitons toutes les populations à œuvrer dans la recherche d'une paix durable et d'une cohésion nationale. À cet effet, j'invite les responsables des organisations de femmes d'éviter toute activité à caractère folklorique, et cela en solidarité avec nos sœurs du Nord. Voilà, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dandara Touré, était au micro de Nyanya Alou Traoré. L'intégralité à suivre après cette édition. La deuxième édition du concours Plume au féminin a connu son épilogue cet après-midi à la Maison de la Presse, ici à Bamako. Le concours a mis en compétition des élèves filles de différents établissements de Bamako et porté sur 2 sujets, femmes et élections et femmes et développement socio-économique. Organisée par le journal Ouati, la promotion est baptisée Madame Diaby Makoro Kamara, une grande figure des médias du Mali. Le premier prix a été enlevé par Mademoiselle Marietou Makalou du lycée Louise Wimé. Cette cérémonie était présidée par le professeur Salikou Sanogo, ministre en charge de l'éducation qui représentait le Premier ministre. Reportage Fademba Keita.
Un mini-ordinateur, un trophée Chiwara, 50 000 francs CFA et une pièce de pagne de 8 mars composent le premier prix de ce concours plume au féminin. Ce prix baptisé Mme Fatmata Siri Diakité, présidente de la PDF, a été enlevé par Mlle Marietou Makalou du lycée Louise Ouémé. Cette remise des prix de la deuxième édition du concours d'articles de presse entre 48 postulantes de 24 lycées de la capitale a une portée significative, contribuer à la promotion du journalisme dans les milieux scolaires. Cette compétition ambitionne d'aider la jeune fille d'aujourd'hui à être la grande dame de demain, et cela à travers la plume. Cette promotion porte le nom de Mme Djabi Makoro Kamara, détentrice d'un diplôme d'études approfondies en journalisme, directrice de publication du journal Kabako, promotrice de la radio Oxygène. Nous nous réjouissons d'un tel concours pour donner le goût aux jeunes filles de venir exercer en tant que professionnelles. Je profite de cet instant solennel pour dire que mes organes de presse, j'ai nommé Kabako, Oxygène FM, sont à leur disposition pour des stages de perfectionnement. Ainsi motivée, la lauréate ambitionne d'évoluer dans le métier après ses études. Le journal Bâti vient de confirmer ce que je veux faire comme job futur, le journalisme. Le représentant de Mme le Premier ministre a salué l'initiative et souhaite que le concours s'étende à d'autres lycées à travers le pays. Ce concours a pour moi une double signification. Tout d'abord, encouragement à l'excellence en milieu scolaire, en mettant l'accent sur la maîtrise de la langue. Et deuxièmement, en mettant l'accent sur les performances des filles. Plume au féminin est une initiative de la rédaction du journal Wati. Le concours vise à amener les jeunes filles à s'intéresser davantage à la presse, plus particulièrement à la presse écrite. Au-delà des 4 lauréates primées, toutes les candidates ont reçu des prix d'encouragement. À l'occasion donc de ce 8 mars, l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en République du Mali félicite les femmes et adresse un message ainsi libellé. L'ambassade salue donc l'espoir que représente la figure de la femme et reste convaincue que la femme sera là en train de susciter une nouvelle conscience sociale demain. De même, cet appel du mouvement malien des travailleurs croyants aux autorités maliennes en faveur des aides ménagères à l'occasion de la fête du 8 mars. À cette occasion donc, le mouvement invite les uns et les autres à reconnaître le travail de ces aides ménagères et surtout à les soutenir. Le groupement des professionnels des agences de communication a remis cet après-midi un chèque de plus de 4 millions de francs CFA pour le soutien aux forces armées et de sécurité. La cérémonie a eu lieu au ministère de la Communication, suivie par Isaac Thienou. 4 millions de francs CFA, c'est la somme remise par le groupement des professionnels des agences de communication pour soutenir nos forces armées et de sécurité en mission de défense du territoire. Ce geste est appuyé par un CD qui comporte un message d'appel à la paix, un geste apprécié à sa juste valeur. Aujourd'hui, nous sommes fiers de notre peuple. Moi-même, ça me fait 43 ans dans l'armée. Je n'ai jamais vu tant d'amour du peuple pour son armée. C'est pourquoi nous disons l'armée est issue du peuple. Après le service, nous retournons au peuple. Et une armée qui n'a pas le soutien de son peuple, cette armée ne peut pas réussir. Donc, ce geste-là nous va droit au cœur. Et nous aussi, nous ferons tout pour ne pas décevoir notre peuple. Au ministre de la Communication de rappeler le rôle combien important de la communication dans la stabilité d'un pays. Comment éviter que le tissu social se déchire? Comment éviter que la cohésion sociale soit mal en point? Comment éviter que les uns et les autres adhèrent à cette unité nationale, à cette cohésion nationale? Je crois que c'est un travail qui nous revient à nous tous, aussi bien aux militaires, aux civils, à toutes les populations, mais en priorité aux professionnels de la communication. Et c'est avec beaucoup de fierté que, ensemble, le monde de la communication, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse audiovisuelle, que ce soit les agences de communication, ensemble, nous devons aider à faire en sorte que la paix revienne et revienne le plus vite possible. Le Mali a besoin d'union sacrée pour que la paix et la quiétude reviennent rapidement au nord du pays, avec un peuple plus fort que jamais autour de sa devise.
Situation au nord du pays toujours. À Gao, les autorités administratives, politiques et coutumières maintiennent constamment un climat d'information et de sensibilisation pour éviter la psychose et l'amalgame. Grâce à ce climat qui consiste à informer régulièrement les chefs de quartier et les chefs de service des mesures prises en matière de sécurité, la population n'a pas tenu compte des intoxications. Afin de combattre cette insécurité, les couches socio-professionnelles de Gao ont octroyé de janvier à ce jour plus de 10 millions de francs CFA en espèces, 2 véhicules tout-terrain, 14 taureaux, 13 tonnes de riz et 1200 litres de gazole aux forces armées et de sécurité. De Gao, nous vous proposons le dossier de Daouda Zoumana Traoré. La ville de Gao, depuis l'attaque de Menaka le 17 janvier dernier, est restée digne et fidèle aux objectifs allant dans le sens de la paix et du développement. C'est nanti de ce sang-froid qu'elle a accueilli la population des zones attaquées de Menaka, d'Aguelog entre autres. Pour mieux faire face aux préoccupations, un comité de crise a été mis en place par le gouverneur de Gao, le général Mamadou Adama Diallo. Désormais, toutes les décisions sont prises par ce comité de crise qui a commencé par condamner l'amalgame et la piscose. Malgré nos différences culturelles, nous sommes condamnés de vivre ensemble, former une seule nation et vivre en symbiose. Et ceux qui aujourd'hui ont pris les armes contre l'État malien, contre leurs frères, doivent répondre de leurs actes. Et non leurs frères, leurs sœurs, leurs mamans et leurs papas qui dorment et se lèvent avec le reste de la population. Les populations sédentaires et nomades ont toujours vécu en harmonie à Gao. À Gao, nous étant jeunes, nous sommes avec les Arabes, les Tamasheks, toutes sortes, toutes les races réunies, nous nous sommes amusés et nous n'avons jamais fait d'amalgame. D'accord, si quelqu'un faute, ça c'est la responsabilité individuelle. La preuve que depuis que cette année, la rébellion a commencé, je n'ai jamais vu personnellement quelqu'un qui a fait la différence entre les sédentaires et les nomades. Autre activité prioritaire, la prise en charge rapide des étudiants et professeurs de l'IFM d'Aguelog et les élèves et professeurs du lycée de Menaka, victimes des attaques menées contre leur localité. En plus du travail sécuritaire mené par le QG, la ville de Gao a sa propre stratégie pour la sécurité de l'intérieur. Des jours comme de nuit, le général Mamadou Adama Diallo et ses hommes veillent au grain. Tout au long du mois de janvier à ce jour, des dizaines de donateurs de Gao se sont manifestés en faveur des forces armées et de sécurité. Toutes les couches socio-professionnelles ont contribué à la constitution de ce fonds à l'endroit des forces armées. La nature des dons est très variée. Nous avons reçu pour les forces armées et de sécurité 10 539 275 francs CFA. 2 véhicules pick-up flambant neufs, 13 tonnes de riz, 1 tonne de sucre en poudre, 5 cartons de lait, 14 taureaux, 1 taurion, 729 kilos de poisson, 1200 litres de gasoil, 1300 miches de pain et 120 bottes de bourgogne. Les forces armées de sécurité qui sont au service de la nation ont besoin de soutien. Un adage ne dit-il pas que c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis, surtout les vrais? Tout à fait, Daouda. Cette annonce donc de l'Union des enseignants de langue arabe au Mali, l'Union condamne toute attaque perpétrée contre de paisibles populations au Mali, exprime son soutien aux forces armées et de sécurité et rappelle à l'ensemble du peuple malien, appelle donc l'ensemble du peuple malien à la cohésion, au patriotisme et à l'unité nationale. Célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Ghana par la communauté ghanéenne du Mali. À leur tête, l'ambassadeur Donald Adabré, qui s'est réjoui de l'amitié légendaire existant entre le Ghana et le Mali, devant une pléiade de diplomates accrédités au Mali et des membres du gouvernement. Il s'est dit touché par les événements du septentrion malien avant de prôner une paix durable pour l'épanouissement du climat des affaires. Les détails de la fête avec Aboubakar Maïga.
Bamako, quartier Badalabougou, il est 18h à la résidence de l'ambassadeur du Ghana au Mali, Donald Adabré Adabre, et son staff au complet, tous habillés en tenue traditionnelle de leur pays, accueillent les hôtes sous les drapeaux maliens et ghanéens. Plusieurs membres du gouvernement, diplomates accrédités au Mali et autres personnalités amies du Ghana étaient là pour commémorer les 55 ans de l'accession du pays de Kwame Nkrumah à l'indépendance. Years of nationhood. 55 ans de souveraineté peuvent paraître jeunes dans la vie d'une nation, mais les Ghanéens, en tant que peuple, ont fait un long chemin pour la construction d'un Ghana meilleur. En observant un silence à la mémoire des soldats maliens tombés dans les combats du Nord, Donald Adabré Adabre a réitéré l'engagement de son pays à accompagner le Mali dans ses efforts d'instauration de la paix dans le septentrion. Nous sommes tous touchés par l'instabilité actuelle dans le nord du pays et personne d'entre nous présents ne se réjouit de cette situation. Au nom de son Excellence le Président et du bon peuple du Ghana, je voudrais à ce niveau exprimer nos profondes condoléances aux familles endeuillées qui ont perdu leurs parents et amis. Nous, au Ghana, les soutenons à fond et prions pour le retour à la normalité au nord du pays. C'est un événement que nous pressions à sa juste valeur et raison pour laquelle, au nom du président de la République et de l'ensemble du gouvernement, on était là avec des collègues pour apporter notre solidarité au peuple ghanéen. Et le discours qu'a fait son Excellence l'ambassadeur du Ghana nous est allé droit au cœur. L'opportunité était aussi bonne pour faire des anecdotes sur les rencontres Mali-Ghana lors de la récente CAN. On a constaté qu'au premier tour, le Ghana a joué contre le Mali. Le Ghana a gagné 2-0. Au match retour, le Mali a gagné 2-0. Donc ceci témoigne davantage de nos relations, même sur le terrain de foot, qui sont amicales. Voilà, c'est bien dit. Le NDI, le National Democratic Institute, a animé ce matin au Grand Hôtel une rencontre de discussion et d'échange avec les représentants des partis politiques et des candidats indépendants à l'élection présidentielle. L'objectif de cette rencontre était de renforcer les capacités des acteurs pour un bon déroulement du processus électoral, du retrait des cartes d'électeurs jusqu'à la fin de la proclamation des résultats. Cette rencontre était présidée par le représentant du NDI, basé aux États-Unis d'Amérique. Reportage Mahamadou Doumbia. Faciliter l'élaboration du processus électoral pour 2012, avoir la contribution des partis politiques et des candidats indépendants, telle est l'initiative du NDI, The National Democratic Institute, à travers plusieurs programmes tels la promotion de la transparence électorale, de l'observation citoyenne et le renforcement de la participation des femmes à la vie publique. Ces différentes discussions ou échanges contribuent notamment à renforcer les capacités des partis politiques et à former des candidats indépendants ou ceux désignés par des partis politiques pour les élections présidentielles de 2012. Notre intention, c'est de travailler avec l'ensemble des partis politiques maliens pour que le jour du scrutin, que les 25 000 bureaux de vote soient entourés par les délégués des partis politiques, de façon à ce que le processus se déroule de la façon la plus transparente que possible. À l'issue de ces échanges, des recommandations ont été approuvées et amendées. Elles portent sur la poursuite du dialogue entre le NDI et les partis politiques et les candidats indépendants. Je pense que c'est une très bonne occasion pour des partis comme le nôtre à mettre en application et à faire un suivi vraiment exigeant et rigoureux de tout ce qu'on vient de voir comme information, comme programme et comme activité. Pour ces élections de 2012, plusieurs autres activités sont prévues. Il s'agit par exemple de l'organisation de tables rondes sur le bilan des préparatifs de l'élection présidentielle et la sensibilisation sur le code de bonne conduite et l'organisation de campagnes médiatiques sur les élections de 2012.
La 4e session du comité de pilotage du Fonds de développement économique s'est tenue ce matin dans les locaux de la structure. Les membres font une évaluation des résultats du projet microcrédit pour la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Après 2 ans d'existence, le taux de décaissement du projet est de 69%, soit un cumul d'1,159 milliard de francs CFA. Reportage Mohamed Diarra. Le Fonds de développement économique est une jeune structure créée il y a seulement 2 ans. Il s'assigne comme mission principale l'octroi des lignes de crédit aux promoteurs des petites et moyennes entreprises. Cette mission, le Fonds de développement économique l'accomplit à la grande satisfaction de ceux pour qui il est créé. Les membres du comité de pilotage réunis à la faveur de la 4e session de la structure ne disent pas le contraire. Les dites activités ont permis d'informer et sensibiliser plus de 6 900 femmes et jeunes sur les objectifs et les opportunités qu'offre le projet, d'améliorer les compétences et d'appuyer 1203 femmes et jeunes, dont 954 femmes et 249 jeunes sur différentes thématiques comme la gestion de l'entreprise, les outils de gestion, la gestion du crédit et les éléments fondamentaux de la micro-entreprise. Le Fonds de développement économique a comme arme de lutte contre la pauvreté un projet innovant. Il s'agit du projet microcrédit de promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Ce projet est qualifié de porteur d'espoir. En matière de facilitation d'accès aux services financiers, le projet a obtenu des résultats significatifs avec le financement de 2344 activités génératrices de revenus, 579 micro et petites entreprises et 139 PME-PMI au profit des femmes et des jeunes. Des résultats encourageants qui méritent d'être encouragés. C'est pourquoi les systèmes financiers décentralisés ont augmenté le montant des crédits alloués aux bénéficiaires du projet. Ces derniers ont reçu un montant de plus d'1,83 milliard de francs CFA contre une prévision d'1,25 milliard de francs CFA. Le projet de 2 ans enregistre un taux de décaissement de 69%, soit un montant d'1,159 milliard de francs CFA. Autre session ordinaire, la 5e du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM. Les administrateurs ont arrêté le budget 2012 à plus de 29 milliards de francs CFA. Parmi les activités programmées figurent la mise à disposition de cartes d'assurés ou encore le renforcement des capacités du personnel de la CANAM. Moïse Traoré pour les détails de la session. Le budget 2012 de la Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM, est de 29 milliards 36 millions. Il était de 30 milliards 536 millions l'année précédente, ce qui équivaut à une baisse de 4,9%. Parmi les difficultés d'exécution du budget 2011, le président du conseil d'administration de la CANAM énumère le remboursement des cotisations déjà prélevées sur les salaires. Les activités ont été réalisées à hauteur de souhait, non sans difficulté. En effet, la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire a révélé certaines insuffisances, entre autres l'insuffisance du rôle de relais d'information et de sensibilisation, des services techniques, des organisations syndicales des travailleurs et d'employeurs et des organisations de la société civile. Les prestations de l'assurance maladie obligatoire AMO ont débuté en mai 2011. Plus de 3000 personnes en ont bénéficié. La principale activité de la CANAM, c'est d'abord la prise en charge des assurés dans toutes les structures, prendre en charge les prestations dans toutes les structures conventionnées et prendre en charge les assurés de la CANAM. La deuxième activité qui n'a pas de boîte, c'est de poursuivre la mise en place de la CANAM et de l'AMO, mais aussi de continuer la sensibilisation. Le montant des recettes diverses s'élève à 1,544 milliard contre 970 500 000 francs l'exercice écoulé. La hausse de 59,16% est essentiellement due à l'augmentation de la subvention de l'État qui est de 1,253 milliard contre 645 725 000 francs en 2011. L'Agence nationale de la sécurité routière ANASER a rencontré cet après-midi les élèves officiers de la gendarmerie venus de la sous-région pour un stage de formation sur la sécurité routière. La rencontre a pour objectif d'échanger avec l'ANASER sur les questions relatives à la sécurité routière. C'est la 2e fois que des sous-officiers de la gendarmerie sont formés sur le sujet. Adama Tangara.
Ils sont 22 officiers de la gendarmerie venus du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Togo, du Bénin, du Niger et du Mali à prendre part à cette rencontre avec l'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière. La rencontre se veut un cadre d'échange entre l'ANASER et ses élèves officiers en stage de formation. Ils sont venus, comme de tradition, s'enquérir de l'expérience du Mali en matière de sécurité routière. Ces officiers qui sont là vont être préparés, en tout cas pour tout ce qui concerne en tout cas l'aspect préventionnel et l'aspect quand même de la répression également, parce que là, pour ceux qui parlent de la gendarmerie, ils parlent quand même de la prévention et en même temps la répression. Donc ces officiers vont être vraiment suffisamment armés, outillés et documentés. C'est pour les préparer vraiment à leur mission future de commandant de compagnie, qui est un rôle essentiel pour la gestion de la sécurité routière, chacun dans son domaine. Selon les élèves officiers, la sécurité routière nécessite la présence active, mobile, préventive et répressive des agents des forces de l'ordre. J'ai surtout compris que les autorités maliennes, comme la plupart aussi des autorités de certains pays, ils ont compris vraiment que actuellement le problème de sécurité routière est devenu, comme on le dit souvent, un problème de santé publique. Et donc à ce sens, il fallait vraiment prendre le problème du côté tant prévention que répression, pour surtout vraiment anticiper sur, disons, un peu les conséquences que souvent les accidents de la route nous conduisent. Nous venons de faire un entretien au niveau de l'ANASER pour voir les mesures prises sur l'insécurité routière. Et vraiment, on était satisfait de voir toutes ces réponses qu'on a eues, comme que les gens comptent bien prendre des mesures de rigueur contre les accidents routiers. Ainsi, ces officiers en fin de stage vont être des commandants de compagnie qui ont un rôle extrêmement important et essentiel en matière de sécurité routière. Le groupe des experts comptables s'élargit. 30 nouveaux agents viennent de prêter serment. Ils sont 17 experts comptables et 13 comptables agréés. Par cet acte, ces hommes et ces femmes s'engagent à remplir fidèlement leur mission. Ils ont été renvoyés dans l'exercice de leur mission par le président de la Cour d'appel, Moussa Sarra Diallo. Voilà donc les experts comptables qui ont prêté serment devant le président de la Cour d'appel. Ils sont au total 30 agents qui viennent donc de regagner le groupe des experts comptables. Le Conseil national des jeunes du Mali et l'Union nationale des jeunes musulmans ont signé cet après-midi au carrefour des jeunes de Bamako un protocole d'accord. À travers cette signature, les deux associations de jeunes s'engagent à s'aider mutuellement dans le respect de leurs missions respectives, tout en conjuguant leurs efforts à la recherche des solutions aux problèmes de la jeunesse. Abdraman Maïga. En apposant leur signature au bas de ces documents, cadre de partenariat, le Conseil national des jeunes du Mali et l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali se donnent désormais la main pour converger vers un destin commun, celui de la promotion de la jeunesse. Par cette union, le Conseil national des jeunes et l'UJMA entreprendront la réalisation de plusieurs activités dans plusieurs domaines relatifs au renforcement des capacités des jeunes et à la promotion des activités telles la citoyenneté, la solidarité et l'entraide entre les jeunes de ces deux associations. Par cet acte que nous venons de poser, le CNJ du Mali et l'Union des jeunes musulmans du Mali lancent un message très fort aux jeunes du Mali, à l'opinion nationale et à tous les démocrates pour dire que la jeunesse malienne est debout pour relever les défis du Mali de demain. Ce protocole nous permet d'aller de l'avant plus loin, on peut dire, puisque l'UJMA est aujourd'hui dans plusieurs secteurs du Mali, donc ça ne fait que renforcer nos capacités de partenariat entre là ou partout au Mali où le CNJ se trouve, en collaboration avec l'UJMA, pour qu'ensemble, qu'on puisse traiter ensemble toutes les questions concernant les jeunes maliens. Cette signature traduit la volonté ferme des responsables de ces deux associations à donner un coup d'accélérateur à l'atteinte des objectifs du document cadre de politique de la jeunesse au Mali. Cette initiative permet le renforcement de la cohésion entre les jeunes du Mali tout en leur permettant d'apporter leur contribution au développement du pays. Il est lieu de vous demander de respecter scrupuleusement vos engagements afin que chaque parti puisse tirer profit
des clauses du présent protocole d'accord. Avec cette collaboration, l'Union nationale des jeunes musulmans, tout comme le Conseil national des jeunes du Mali, se sont engagés au respect strict des clauses d'un protocole. Dans ce protocole, les deux associations s'engagent à s'aider mutuellement dans le respect de leurs missions respectives. Nous célébrons demain la Journée internationale de la femme, occasion pour traiter les sujets qui touchent la jeune féminine. Ce soir, nous nous intéressons à la violence faite aux femmes, aux violences donc faites aux femmes par leurs partenaires, qui reste un phénomène encore largement caché dans les foyers. Aucun pays, aucune culture, aucune femme, jeune ou âgée, et souvent même l'homme n'est à l'abri de ce fléau. C'est justement pour cette raison que nous nous y intéressons, car les violences dans les foyers sont générées par des attitudes socio-culturelles et par une culture de violence qui existe partout dans le monde. Elles sont notamment l'un des principaux moyens par lesquels les hommes contrôlent les femmes et souvent vice-versa. La violence dans les foyers, c'est une enquête du 8 mars réalisée par Aïssata Ibrahim Maïga. Attention, âme sensible, certaines images peuvent choquer. Madame Neni Nouye, faut qu'on a laissé beaucoup lima. Nena. Ale be aventure la donc an ale apparent kuma caman fa ɲɛna a ko an ka divorce kɛ donc a ye plainte du ne ma sɔn divorce ma depuis a taara o la a tɛ fosi ci a tɛ ne ka ko kalama yɛrɛ ka denmisɛnninw bɛ n bolo den joli den 5 ne kɔni min kɛra ne na a bonyana ne yɛrɛ hakili ma ne bari du sanga diya n ba banna an mɔgɔ 2 no. Les témoignages se succèdent et se ressemblent comme la vie de ces femmes, une vie de souffrance, d'incompréhension et de solitude. Combien sont-elles à subir jour après jour des agressions verbales, physiques de la part de leurs conjoints? La question de la violence était une question taboue et les femmes avaient honte d'en parler. Des fois, elles viennent déprimées. Il y a des femmes qui viennent dès le début parce qu'elles ne peuvent pas supporter, elles viennent nous voir. Mais il y a d'autres qui attendent. Et quand ça perdure, c'est en ce moment qu'elles viennent à la clinique. S'il y a vraiment respect mutuel dans le couple, si vraiment il y a l'amour véritable dans le couple, donc ça ne doit pas arriver à la violence. La violence au sein d'une famille est une anomalie. Ife me fe behina ola chebe muso mfa behina la muso mi mba chefene fa fene behina chere la geleone noya watu fe. Autre forme de violence, les coups du mari, le harcèlement et les insultes de la belle famille. Les violences faites aux femmes sont multiples. Violence su ya wora fana behino muso bo soro sokono nana anye olu famia odoye jume muso nana annalen kofe ibita soro na sangale flani saba soro na ma din soro ka badron gela wula dukono o kofe fene muso fene mse ka din soro ere me din bebe ke muso che do ba ge furusa kun buro muso ere do bo wuli ki joko a tiena anga war kon kara fuye ama aye muso mu frutika do re dama muso ko o manka parce que ala dron pe de dindi mokoma. Les femmes qui étaient mariées religieusement, dès que le mari meurt, les parents récupèrent tous les biens, on met la femme à la porte. Usimbala ukanga hage minta sisa ode be jatemine ko fo ukanga minge me kondo usimbala umanga na kamine mbeta ka bo musokoro dron ka bla chokola umanga ke. Quand elles viennent, elles se plaignent vraiment des problèmes de couple le plus souvent, c'est-à-dire l'insatisfaction du mari, des besoins de la femme par le mari. Il y a les violences que les maris leur font et puis il y a des femmes également qui viennent se plaindre, comment dirais-je, mariage précoce. Il y a des mariages forcés. Nous avons toutes sortes de types de violences, que ce soit les violences physiques, les violences économiques et les violences morales. On doit tout faire pour l'éviter. S'agissant des causes, ces violences sont souvent justifiées par le manque de communication, la jalousie ou le conflit de pouvoir. Souvent, les violences aussi sont le fait d'une absence de communication dans le couple. Il y a une absence totale de communication dans le couple, il n'y a pas de dialogue. Tout se fait par la violence. Chacun, à un moment ou l'autre, essaye de dominer l'autre. Ce que la femme veut, Dieu le veut. Moi, je pense que la femme, il faut la respecter. Mais moi, je suis un peu de carrière. 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 Je suis
ni bɔra min nɔfɛ tɛŋa ni fɛn t'e bolo to i tɛ lamɛn donc muso fana b'a sɛgɛn o k'i la jagoya ye bɔgɔli ye dɛ. donc o la ni o dimi nana e bɛna bɔgɔli kɛ mɔgɔ dimi n'i ye muso bugɔ il sait k'a jogin olu tɛ silamɛya ka laɲini. Pourtant, parmi ces femmes maltraitées ou battues, seules quelques-unes osent dénoncer leur agresseur, encore moins porter plainte. Ni ye a furu gɛlɛyaw la n'i taar'u lajɛ i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ don dɔ bɛ musow la mais a fanba ne y'a ye n ka jateminɛw na o bɛ cɛ kunda cɛw de b'o kɛ musow la n y'o caman ye n y'olu minnu ye u b'a caman fana kɛ ka ko diinɛ don musow fana bɛ k'a kun k'a fɔ ko diinɛ don k'a sɔrɔ ju tɛ se u tɛ se k'a kun fɛn min don a man ka k'u la mais u kɛn bɛ k'i muɲu a kɔrɔ yen nɔ ten mais u kɛn bɛ k'i yɛrɛ to a kɔnɔ ten ko Ala y'a fɔ ten Ala m'o fɔ. Dieu a institué le mariage pour le bonheur des conjoints, non pour leur malheur. Les violences conjugales n'épargnent aucune classe sociale, aucune profession, aucun statut matrimonial. Il est aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette violence n'est pas le lot que du sexe dit faible. Mais je dirais que c'est moins fréquent. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui souffrent de la violence même psychologique, morale et physique. Muso ni ikoni ka ko stara se fo kata iche koni bugo o sera adana. Par orgueil, ils ont honte de parler de ça, qu'ils soient dominés par leurs femmes. Anga islamaya ye chukula chede dutigi ni iga mara dingi bugo kaba o ya gele alende donc koro yi ka fuko muso fana manka o ke o te muso ka wale atai nyeshima. Puisque les victimes se comptent aussi bien chez les femmes que chez les hommes, le problème n'est certainement pas inévitable. Ce n'est pas les violences physiques qui maintenaient les relations conjugales par le passé. Mais c'était parce que les familles étaient soudées les unes aux autres. O kuma ka koto dutigi ta la hali n'a y'a sɔrɔ se b'ale nafolo b'i bolo fanga place b'i bolo i k'a to i ka dutigi fana ka place fana d'a ma n'o kɛra Alahu Taala fana b'i sara ɲuman na. Comme quoi, cacher pour quelque raison que ce soit n'est certainement pas la meilleure des solutions. Violences faites aux femmes par leurs partenaires et vice-versa. Dans ce dossier poignant de Aïssata Ibrahim Maïga, un phénomène difficile, vous l'avez compris dans ce reportage, à combattre, puisque les victimes ne dénoncent pas. En cette veille du 8 mars, nous allons demander aux hommes concernés de ne plus battre leurs femmes. Et bien entendu, le même message est lancé aux femmes. Nous restons dans les actes de violence, cette fois perpétrés par des bandits que les agents des commissariats de police des 3e et 15e arrondissements viennent d'arrêter. Ces nombreux malfrats sont accusés de vol de motos, de télévision, de téléphones portables et bien d'autres matériels. Ils seront tous traduits devant les tribunaux des communes respectives. Tiamoko Konaté est allé voir. Constatant la croissance des actes de banditisme dans notre pays, la police a intensifié ces derniers temps la patrouille dans la capitale et ses périphéries. Résultat, l'arrestation d'un grand nombre de malfrats. Au commissariat du 15e arrondissement, elles sont 3 bandes, toutes spécialisées dans le vol, à main armée et dans le braquage. La première est composée de 6 personnes, dont 4 complices. Au moment de l'arrestation, la bande avait subtilisé 12 téléviseurs de marque Samsung et 5 motos Jakarta. 2 étudiants qui s'adonnent à la fabrication de fausses vignettes en complicité avec un Burkinabé et un propriétaire de bureautique ont été également arrêtés. Un vieux forgeron souffrant des problèmes de vision est accusé de trafic d'armes. Il s'agit de Amadou Koujou qui, à la suite d'un accident de la circulation avec un chauffeur de taxi, une petite altercation, il n'a pas hésité à sortir, à dégainer son pistolet de fabrication artisanale et pour tirer en direction de ce chauffeur. Malheureusement, le chauffeur n'a pas été atteint. Ce dernier a pris la fuite et les témoins qui sont là ont bien voulu alerter la salle de commandement de la Direction générale de la police nationale. Suite au vol de 2 machines d'extraction de l'or, le commissariat du 3e arrondissement a mis hors d'état de nuire 3 complices, tous issus d'une famille Soumano. À l'unité industrielle Malais SA, 8 personnes ont été arrêtées, dont 4 gardiens de la place relevant d'une société de surveillance et de gardiennage. Ceux qui travaillent dans l'unité de production, ce sont eux qui s'adonnent tous les jours que Dieu fait au vol de
des produits finis. Quand ils arrivent au niveau de la porte, il y a des caméras de surveillance, il y a le système de gardiennage. Pour ne pas se faire prendre, ils prennent toujours des dispositions pour intéresser les agents chargés du gardiennage, histoire pour eux de se taire. Les différents malfrats seront traduits devant les tribunaux des communes respectives. Pour faciliter l'exécution des tâches assignées à la police, les commissaires sollicitent la collaboration de la population. Voilà, on ne le dira jamais assez, notre collaboration est très importante pour aider les forces de l'ordre à combattre les bandits. Sur ce, s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, retrouvez Sira Abakili. Dans les éditions du soir, vous serez en compagnie de Aïssata Ibrahim Maïga. Merci de rester sur l'ERTM.